Le symbole est l'image la plus appropriée pour exprimer ce qui ne peut être formulé autrement. Il relie le visible et l'invisible, l'esprit et la matière, l'homme et l'infini. Carl Gustav Jung. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une très belle interview. J'ai l'honneur et la chance d'interviewer Georges Coleuil. Chercheur et écrivain, il s'intéresse au langage symbolique depuis toujours. Ses parcours personnels et professionnels l'ont conduit à explorer ce territoire dans des domaines aussi variés que la philosophie, la mythologie, la linguistique, la psychanalyse, la poésie, le monde des rêves. Après avoir exercé la profession de psychothérapeute pendant une quinzaine d'années, il consacre aujourd'hui son énergie à développer le référentiel de naissance, outil de connaissance de soi dont il est le créateur, et anime des sessions de formation sur la fonction thérapeutique des symboles. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Georges et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast. Je suis ravie de vous accueillir. J'apprécie particulièrement déjà qui vous êtes, l'énergie que vous dégagez et aussi votre travail. Donc, je suis vraiment très honorée, en tout cas, de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous présenter, nous dire également ce que vous faites. Bonjour, merci Jennifer. C'est gentil votre présentation. Me présenter, c'est la chose la plus difficile au monde, je crois, hein, de dire qui on est sans dire ce qu'on fait. Alors, c'est très compliqué. Et donc, je vais commencer peut-être par ce que je fais, voilà, et comment je me définirais éventuellement pour qu'on me connaisse un petit peu mieux. Euh, Je suis chercheur, je suis écrivain, auteur, euh, formateur aussi. Et depuis fort longtemps, je me suis passionné pour le monde des symboles et sur la quête de sens, un sujet très à la mode, mais à travers le décryptage des symboles de notre vie. Pour illustrer donc cette passion, j'ai d'abord fait des études, hein. Ma première révélation a eu lieu à l'âge de 7 ans. Je pourrais vous raconter, c'est amusant. Et puis 17 ans, le bac, les études, physique-chimie au départ. Euh, un grand- une grande initiation, c'était très difficile pour un esprit littéraire comme le mien, mais bon, j'avais ce défi de faire de la science, ce pari plutôt. Puis études de psycho, études de philo et surtout études de linguistique. Et là, ça a été ma passion plus, euh, la plus fulgurante, la découverte du langage, des langues du monde et la manière dont est construit en synchronisation la pensée, la parole, le conscient et l'inconscient. Donc ça a été vraiment ma grande passion. Et puis, à partir de là, j'ai découvert le tarot en 83. J'avais 33 ans, c'est un âge important, paraît-il, pour les astrologues. Et, euh, et là, ça a été le bouleversement total. Parce qu'en découvrant le tarot, à l'époque, j'étais à la fac je faisais de la philo. Et la philo, c'est compliqué. C'est pas forcément très, très simple d'accès. Ça demande beaucoup de concentration et de persévérance. Et il y avait des concepts en philo qui étaient pour moi, en tout cas à l'époque, complètement incompréhensibles. Alors j'ai pris les études tard, hein. J'ai pris les études tard, ou alors on peut dire que je les ai prolongées longtemps. Les deux sont possibles. Et en découvrant le tarot, euh, c'était très très drôle parce que
brusquement, en regardant ces images, j'ai comme une sorte de flash qu'on était en train de m'expliquer ce que je n'avais pas compris dans mes cours de philo. Il y avait à Hmm. travers la lecture de ces images, derrière les nombres qui illustrent ces images, il y avait bien sûr des concepts, et puis il y avait une histoire qui était racontée. Cette histoire, vous la connaissez, vous êtes tarologue, c'est la quête du battleur, et c'est l'histoire de la condition humaine. Comment c'est venu tout ça? C'est venu parce que parallèlement à ces études, j'étais prof de littérature et au lycée, en phase terminale, comme j'aime à le dire avec un peu de désarroi. Et mes étudiants donc, qui préparaient le bac m'avaient demandé de préparer des exposés. Cette anecdote est un petit peu connue, mais je la rappelle parce qu'elle détermine tout à fait, en pensant à votre question, le chemin qui a été le mien. Et deux sœurs se présentent et me disent, voilà, monsieur, on voudrait faire un exposé sur le tarot. Alors moi, je les regarde avec mon air un peu condescendant. Je n'étais pas du tout là-dedans à ce moment-là, hein, c'était avant la découverte. Et mon esprit rationnel, mais bon, j'avais aussi l'illusion d'être tolérant. Je leur dis, bon, bah, allez, écoutez, montrez-moi votre truc. Là. Montrez-moi votre truc. Qu'est-ce que ça peut être méprisant quand j'y repense aujourd'hui? Et alors, c'était il y a longtemps, c'était l'époque des diaporamas. Donc, elle me projette les diapos du tarot dans la classe, devant les élèves. Et là, d'arcane en arcane, d'image en image, j'avais l'impression que mon monde s'effondrait et qu'un autre était en train de le remplacer. J'étais complètement bluffé. Et, euh, et à l'issue donc de leur exposé, je leur dis, mais c'est incroyable votre truc là, c'est totalement génial. Et j'ajoute, par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que c'est pourquoi le mat, il n'a pas de numéro. Et la gamine, 16 ans, 17 ans, me dit, oh ça monsieur, vous comprendrez plus tard. Bon, petit choc dans mon ego, mais enfin, bon, soit. Et ça m'a rappelé d'ailleurs ce que mon parrain m'avait dit quand j'avais 14 ans en m'offrant un premier tarot. J'avais complètement oublié cet épisode en lui disant, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tarot, la voyance, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, oh ça, mon petit, tu comprendras plus tard. Et donc j'étais un peu avec ces deux notions. Je découvre le tarot, j'observe qu'un de mes écrivains préférés, Gérard de Nerval, écrivait ses textes en s'inspirant du tarot. Les plus beaux poèmes de Nerval sont inspirés du tarot. Alors quand les intellos, les littéraires me disent «Oh, c'est quoi le tarot là je leur dis «Écoutez, avant de parler, renseignez-vous. Hein. » Et puis, je me passionne aussi pour la philosophie chinoise. Enfin, bon, j'étais tout azimut. Et à ce moment-là, je souhaite faire une formation de Yiking. Alors, le Yiking, c'est très sérieux, c'est très scientifique, c'est la philosophie chinoise, c'est la pensée taoïste. Enfin, bon, moi, je trouvais que c'était beaucoup plus sérieux que le tarot quand même, hein, dans l'histoire, même si je trouvais ça intéressant. Donc, je vais dans un cours, c'était à Nice, une librairie qui animait, qui donnait des cours, qui louait des salles. Et j'arrive dans la librairie pour le cours de Yiking auquel je m'étais inscrit. Et le libraire me dit ah, Georges, désolé, le cours est annulé. Et il n'y avait pas assez de participants. Ah, j'étais déçu. Je dis bon, bah, écoute, pas grave. J'allais pour partir. Je me dis mais attends, si ça t'intéresse, il y a un autre cours qui s'ouvre dans la salle d'à côté. C'est un cours sur le tarot. Et moi, je réponds de manière un peu automatique qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le tarot? Et il nous répond bah, ça, Georges, peut-être tu comprendras plus tard. Et clic, 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 tout ça se met en ligne. Je vais voir. Je vais voir et je crois que le jour où j'ai ouvert cette porte, jusqu'à ma mort, je m'en souviendrai. Il y avait cette Wow. dame, Dany Chandelier, qui elle était une grande voyante, et en même temps avec une approche très philosophique, et qui nous parle du tarot. Et là, comme je vous le disais au début, je m'aperçois que euh, c'est pas le tarot, c'est pas juste un jeu de cartes, c'est pas juste un outil de voyance, bien loin de là. C'est un langage philosophique, un langage symbolique. En plus, mes études
linguistique m'avait bien ancré sur cette piste. Et là, voilà, je me passionne, je cherche des livres sur le tarot. Il y en avait deux, dont Oui, un a été j'imagine bien. épuisé. C'était le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth et le tarot de Paul Gribaud, bien sûr, le grand classique. C'est les seuls ouvrages. Quand vous imaginez aujourd'hui le nombre de livres qu'il y a sur le tarot, eh bien, quand Oui. je l'ai découvert, il y en avait deux. Voilà, ça a commencé un peu comme ça, mon histoire. Et à partir de là, la suite dans mes mémoires. Hein. D'accord, merci déjà Georges. Alors moi, je suis quand même curieuse sur l'anecdote, du coup, à 7 ans. Là, Ah, on vient de découvrir déjà, le bouleversement, qui vous a amené sur, le tarot. Et qu'est-ce qui s'est passé peut-être à 7 ans pour déjà avoir, peut-être cette, grande curiosité aussi c'est ça, envers, c'est ça. voilà q C'est mmh. ça. Alors, j'ai pas eu la révélation d'un ange. J'ai pas été contacté par un esprit supérieur, quoique peut-être finalement, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que je me souviens très bien que j'avais 7 ans parce que je revois encore le tableau noir de l'école avec la date écrite. Donc, voilà. Et puis, j'étais dans la cour, on parlait avec voilà, les copains, et puis il y avait les grands qui allaient bientôt rentrer en sixième. Alors je les écoutais parler, quoi. Et puis ils disaient, on va faire du latin. Faire du latin. Et puis je les entendais discuter, se disputer entre eux. Le latin, ça sert à rien, c'est une langue morte. Moi, je dis, c'est une langue morte, mais à 7 ans, ça fait drôle d'entendre un truc pareil. Et, euh, et puis à un moment donné, je demande comme ça à un grand, mais à quoi ça sert le latin? Parce que tout le monde disait, ça sert à rien. Je dis, à quoi ça sert le latin? Et ce grand, il devait avoir 9 ans ou 10 ans, hein, euh, me dit, bah, tu vois, quand tu connais le latin, tu sais pourquoi un arbre, ça s'appelle un arbre. Alors là, ça a été un éblouissement. On pouvait savoir, dans l'esprit d'un enfant de 7 ans, hein, commence à peine à s'ouvrir à la conscience, on pouvait savoir pourquoi les choses s'appelaient comme elles s'appelaient. Et ça a été Mmh. une révélation. Ça m'a poursuivi pendant des années. Et j'ai commencé à chaque fois poser des questions, mais pourquoi une maison, ça s'appelle une maison? Et puis, ben non, en anglais, ça s'appelle house, en espagnol, casa, una casa. Euh, et, ah bon, mais pourquoi ça s'appelle Et c'était une obsession, quoi. Et bon, ça s'est un petit peu calmé. Et puis, bien évidemment, je suis rentré en sixième. Et là, c'était évident que j'allais faire du latin. Et vraiment, j'en suis reconnaissant à ce petit garçon de 9 ans qui m'avait expliqué ça, parce que mes études en latin et mes études en grec par la suite ont été vraiment les points d'ancrage de toute une grande partie en tout cas de la compréhension du monde dans lequel je vivais, et puis enrichissait aussi tout mon univers. Voilà. Plus la mythologie qui venait s'inscrire qui venait s'inscrire dans cette histoire. Et aujourd'hui, faire un grand pont hein, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de terminer un livre qui va être publié là quelques mois, qui s'appelle Pourquoi tu t'appelles, complètement Mmh. connecté avec cette anecdote, et dans lequel j'ai créé une méthode qui est un référentiel, mais ce n'est pas le référentiel de naissance, c'est le référentiel des noms et prénoms, où je propose une méthode d'analyse pour décrypter la raison pour laquelle on s'appelle comme on s'appelle. Vous voyez, la boucle Oui, est un petit peu bouclée, quoi. oui. On en reparlera, du sujet, de ce livre. Si vous voulez bien, on va peut-être commencer, avec le référentiel de naissance, dont vous êtes justement le créateur. Il y a également une école de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet outil unique, riche et passionnant pour les personnes justement qui ne connaissent pas? Alors, euh, d'abord, donc, le départ, c'est le tarot. La découverte du tarot, et puis tout ce que l'on peut dire sur un arcane,
tellement de choses sur un seul arcane, on peut dire tellement de choses, et comment les uns et les autres ont réagi différemment. Moi, j'ai commencé à donner des cours de tarot avant d'avoir l'idée du référentiel. Enfin, ça s'est venu très vite. En un an, c'était déjà là. Mais c'est venu un peu comme ça. C'est-à-dire, je me suis posé la question à un moment donné avec un groupe en disant, voilà, prenez le chariot du tarot. Je disais, imaginez que le chariot, ce soit votre vie professionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous diriez? Alors bon, chacun participe, vous savez, comme ça se passe dans les ateliers. Donc, puis il y en a un qui me dit, oh, ben, ça me ressemble beaucoup parce que moi, mon métier, je suis moniteur d'auto-école. Je dis, ah bon, et ça te plaît? Oui, ça me plaît, mais à 20%, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire d'autres choses. Moi, j'ai envie d'être coach. Ben, moniteur d'auto-école, c'est un coach. Alors, on ne disait pas trop coach à l'époque, hein. On disait conseiller en communication, ou bien, voilà. Mais c'était ça l'idée, quoi. Surtout que le chariot, c'est vraiment le coach, hein, et le cocher. Et, et un autre disait, ah non, moi, alors là, rien à voir. Moi aussi, cette carte m'intéresse, mais je ne vois pas du tout ça. Moi, pour moi, ma vie professionnelle, je suis éducateur sportif. Bon, oui, bah, éducateur, sportif, coach, conducteur, tout ça, je vois bien le lien. Et en faisant des calculs comme ça sur la date de naissance, que je faisais un petit peu de numérologie, je m'apercevais, il y a eu 3 étudiants qui ont partagé, que ces 3 étudiants avaient le chariot par rapport au même résultat de calcul que j'avais obtenu sur leur date de naissance. Et c'est à partir de là que ça a commencé à travailler dans mon esprit. À partir de la numérologie, c'était un petit peu la première petite pique qui disait la numérologie propose, à travers un calcul sur les dates de naissance et sur les noms aussi, un calcul qui donne ce que les numérologues appellent la mission de vie ou le destin ou le chemin de vie. Et donc, je faisais ce calcul du chemin de vie, j'obtenais cette... Mais je me disais, les numérologues, ils s'arrêtent au nombre 9. Bon, certains utilisent aussi le nombre 11 et 22 pour des raisons un peu plus complexes à expliquer, mais je me disais, mais nous, avec le tarot, on n'a pas des nombres, on a des images. Mais ces images, elles révèlent un concept. Et le concept, il s'inscrit dans le nombre. Et donc, comment un nombre, quand il s'habille, il devient une image? Eh bien, on avait 22 propositions. Enfin, beaucoup plus, 78 en fait. Mais au départ, je n'avais que 22 propositions, les 22 arcanes majeures du tarot. Et je me suis dit, ben voilà, il va y avoir, je vais monter un thème, un peu inspiré de cela, en allant fouiller un peu aussi du côté de la symbolique des nombres ailleurs que la numérologie, c'est-à-dire chez Platon, chez Pythagore, chez les anciens, à la Kabbale, à Gematria, une partie de la Kabbale qui s'intéresse à la valeur numérique et le poids numérique des mots et des concepts. Donc, je commence à fouiller, à chercher. Et à l'issue de toute cette recherche, eh bien, je finis par créer un thème, on va l'appeler comme ça, qui est composé de 4 arcanes. Hein, on dit les arcanes de tarot, hein, ou ce sont les cartes finalement. 4 arcanes en forme de croix, parce qu'en même temps, je m'étais interrogé sur la symbolique de la croix. Enfin, c'était une recherche qui a duré quand même pas mal de temps pour arriver finalement à mettre au point cette première méthode qui était pour moi une méthode de connaissance de soi, pas du tout de voyance. Hein, je pense que le tarot peut nous conduire à développer notre capacité à développer notre perception subtile des choses et notre vision. Hein, j'adore les visionnaires. Hein, mais pour la voyance, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un autre registre, même si je reconnais que beaucoup de voyantes, même dans ma vie, m'ont fait beaucoup de bien. Hein. Et puis moi, j'ai été formé au départ par une voyante. Mais ça a changé un petit peu de direction, vous voyez. Et donc, plus vers le côté langage, linguistique, et puis il y avait la philo derrière, comme je l'ai expliqué, il y avait la psycho. Et donc, je me dis, ben voilà, 4 arcanes qui sont 4 miroirs de ce qu'on est. Le premier représentant notre image sociale, le deuxième, notre quête,
Le troisième, la préoccupation de notre pensée. Et la quatrième, eh bien, notre mission concrète, le travail. Hein, chauffeur de bus, conducteur moniteur d'auto-école, éducateur sportif. Bon, vous voyez, et, et à partir de là, je commence à faire un premier article. J'ai retrouvé d'ailleurs le premier article que j'ai écrit qui marque la date de la création du référentiel de naissance, c'est 1984. Et puis, avec tout- toute cette passion que j'avais pour les autres, pour les symboles, eh bien, commencer à le partager dans des groupes. Et les personnes me disaient, d'ailleurs, je me souviens très bien, le nombre de fois où j'ai entendu dire par mes amis les plus proches, mais aussi par les étudiants qui venaient me rencontrer ou dans les conférences, parce que je faisais déjà des conférences depuis longtemps sur d'autres sujets. Georges, tu ne te rends pas compte de ce que tu as créé. Et moi, non, c'est un jeu, c'est presque un jeu de société, on calcule, et puis on trouve des images, et puis on parle dessus. Mais Georges, c'est vraiment à l'ouest, hein. Tu ne te rends pas compte. Parce que les personnes qui découvraient ces 4 arcanes étaient en rencontre frontale avec la réalité de leur vie. Alors, ça m'a un peu encouragé, j'ai fait des conférences, j'ai animé des groupes, et puis j'ai continué la recherche. Aujourd'hui, le référentiel, il n'a plus que 4 maisons, comme à l'époque. Il en a plus de 35, dont 14 constituent vraiment le référentiel de naissance originelle, hein, celui que l'on étudie. Les autres référentiels sont étudiés en spécialisation chez les praticiens qui veulent se spécialiser dans un domaine ou un autre, mais les 14 maisons du référentiel sont présentes. Depuis 2 ans, j'ai un petit peu changé les noms, je ne les appelle plus des maisons, je les appelle des zones. Bon, question de langage, et puis parce que le référentiel s'est internationalisé, il est aujourd'hui présent d'ailleurs à La Réunion. Je vous signale, il y a un Oui, formateur référentiel à La Réunion, Jean-Marc Palma, oui. qui est un grand talent. Et j'ai même donné, moi, des séminaires à La Réunion il y a quelques temps. Mais il est aussi au Maroc, il est en Roumanie, il y a une école du référentiel en Roumanie, il est en Amérique latine, au Mexique, en Colombie, au Costa Rica, peut-être bientôt en Argentine. Il est au Canada, et enfin, je pourrais continuer. Il est en Italie, il est en Suisse, il est en Belgique. Enfin, le référentiel, c'est essaimé un petit peu partout sur la planète. Il est pratiqué par de nombreux psychologues, thérapeutes, accompagnateurs, coachs, etc. Et sur la thématique des thèmes, le fait de l'appeler zone, c'était universel. Dans toutes les Hmm. langues, c'est à peu près le même mot. Bon. Et puis, ça permettait aussi, parce que les gens s'imaginaient que c'était un peu comme l'astrologie, alors ça n'a strictement rien à voir avec l'astrologie. À part que c'est un thème, mais ce n'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout la même construction, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est moi quand je commence à parler, Oui. il faut m'arrêter, hein. Si, 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 vous avez même répondu, voilà, même au fait, j'allais vous demander après combien de temps justement ça vous a pris de le créer. Donc vraiment 1 an et après c'est quelque chose voilà, qui a évolué, je suppose, bah, comme là, hein, vous avez dit avec le temps. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que le référentiel, donc il révèle quelque part comme une carte un petit peu, symbolique, on va dire, de l'âme. Donc il y a aussi peut-être nos projets inconscients, nos ressources, nos talents, peut-être aussi également nos blessures. Mais qu'est-ce qui libère, en fait, vraiment? Alors, notre liberté. Alors, ça fait drôle, il libère, vous me demandez qu'est-ce que ça libère notre liberté. Parce que le, la liberté qui n'existe pas, mais que, quand même, il nous permet de nous libérer de nos croyances, Mmh. de nos croyances limitatives. Parce qu'il y a des bonnes croyances, hein. Tu sais, les croyances, c'est comme les films, hein, les bons films et les mauvais films, hein. Une bonne croyance, c'est toujours. Hein, on me dit oui, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait tous du cinéma. Je dis oui, mais au moins, on peut choisir de se faire un bon film. Il y a plein de films qui nous encouragent, qui nous font grandir, non? Voilà, donc oui, on se fait du cinéma, mais ça peut être très positif. Par contre, il y a de mauvais films. Il y a de mauvais films qui nous empêchent d'avancer, qui nous terrorisent, qui nous empêchent de dormir.
qui nous crée des maladies, voilà, la psychosomatisation, tout ça. Et donc, une des fonctions fondamentales du référentiel est en lien avec la notion de liberté. Déjà parce qu'au début, je me disais, le référentiel est une sorte de philosophe de poche auquel on peut se référer comme un miroir, sans toujours être à la merci de quelqu'un qui va vouloir penser à notre place. Donc c'est un outil aussi qui nous aide à nous approprier notre propre pensée. Donc déjà, on est dans un chemin d'indépendance et d'autonomie, mais c'est aussi un support, et on le voit par exemple dans le référentiel, il y a une zone qui s'appelle la zone des croyances et des peurs, qui nous aide à identifier les croyances qui nous ont été transmises, pas qu'on a expérimenté nous, hein, on n'a rien expérimenté du tout, qui nous ont été transmises, sur lesquelles on a été inconsciemment conditionné, et qui génère en nous des interdits, des sens interdits sur plein de voies qu'on pourrait explorer. Et donc, je ne sais pas si ça répond à cette question. Qu'est-ce que le référentiel libère? Eh bien, il libère nos limites, nos croyances limitatives et nos peurs. Alors les peurs sont utiles, mais disons nos peurs destructrices finalement. Oui. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément de regarder le référentiel, non pas comme une typologie, on va avoir le caractère d'un tel, alors tu as tel arcane dans telle maison, ça veut dire que tu es quelqu'un de colérique ou quelqu'un d'enthousiaste. Non, 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 on n'est pas dans le descriptif d'une personnalité, même si on apprend à se connaître, on est surtout dans la découverte d'un chemin. Ce sont des cartes de tarot, mais le référentiel lui-même, c'est une carte, comme une carte Michelin, une carte d'état-major, pour se repérer dans les labyrinthes inexplicables de l'âme. Et donc, dans ce labyrinthe, on rencontre des minotaures, on ne trouve pas toujours la porte d'entrée, on trouve rarement la porte de sortie, et il nous faut un fil d'amour, c'est le fil d'Ariane. Eh bien, le référentiel est à la fois le labyrinthe et le fil d'Ariane, il est aussi le minotaure. Oui, oui. Ouais, c'est déjà super, et une belle carte, en tout cas, je pense, qui accompagne, tout le long, de notre vie. Et moi, j'ai aussi une autre question. Est-ce que vous croyez que notre destin, il est écrit ou que le référentiel nous aide à écrire notre destinée? Alors, une des règles du référentiel, du règle d'or, hein, que nos étudiants apprennent dès le premier cours, finalement, c'est qu'il n'y a aucune fatalité dans le référentiel de naissance, ni dans les arcanes de tarot, et qu'il n'y a aucun déterminisme. Enfin oui, il y a des déterminismes des calculs. Hein, si vous êtes né le premier du mois, vous avez le battleur en zone 1. Ça, c'est déterminé, bien sûr. C'est déterminé par la règle de fonctionnement de l'algorithme qui crée le référentiel. Mais chaque arcane ayant des centaines de sens différents, selon le niveau sur lequel on le regarde, prenez la Lune, vous pouvez la voir sur le plan très émotionnel, très délirant même. Vous pouvez aussi la voir sur le plan de l'intuition, de la créativité, de la maternité. Enfin, il y a tellement de niveaux. Et tous ces niveaux, étant donné que les arcanes de tarot sont des miroirs, tous ces arcanes viennent nous révéler à nous-mêmes en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Le référentiel ne dit pas ce que nous sommes, il nous apprend à nous emparer de ce que nous sommes et à utiliser ces ressorts et ces ressources en fonction de contexte dans lequel on vit, etc. Juste pour dire quand même au passage, il y a des millions de personnes qui ont le même référentiel de naissance. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas comme l'astrologie. L'astrologie, à une minute près, vous avez un thème différent. Référentiel, non. Référentiel, vous avez des millions de personnes qui ont le même référentiel de naissance. Je ne sais pas compter, hein, mais peut-être pas des millions, mais presque. Ça ne veut pas dire qu'ils le vivent de la même manière. Pas dire qu'ils le vivent de la même manière. Pour l'un, l'ermite va symboliser la souffrance de sa solitude.
Pour l'autre, sa passion de la recherche, de la philosophie. Pour le troisième, son amour de la nature et de la forêt. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire a priori ce que ça signifie si je n'ai pas un vrai dialogue avec la personne. Oui. C'est ça que le référentiel, c'est un support de dialogue. Donc, zéro déterminisme, zéro destin, zéro fatalité. Et même les zones les plus compliquées du référentiel, ce qu'on appelle la zone du défi, qui représente tout ce qui nous est difficile chez nous, le plus compliqué, les plus délétères, nos souffrances psychiques, même physiques, sociales, etc. Bien, même cet arcane-là, je l'ai appelé, comme la numérologie d'ailleurs l'a appelé de la même manière, un défi. Et un défi, ça veut dire qu'il est là pour être relevé. Et c'est jamais une fatalité. Tout à fait. Donc, il y a une Ouais. philosophie qui sous-tend le référentiel, c'est une philosophie du libre arbitre. Oui. Est-ce qu'on pourrait justement voir un exemple? Donc, on a choisi avec Georges le référentiel de Marilyn Monroe. Donc, pour en parler justement. Est-ce qu'on le Alors, voit ceux là? qui écoutent le podcast sur les plateformes d'écoute, on a la vidéo qui sera disponible, hein, que vous pouvez regarder sur YouTube, et comme ça, vous allez pouvoir voir effectivement les arcanes majeurs et surtout le référentiel de naissance de Marilyn Monroe. Alors déjà, vous voyez, il y a un schéma. Ce schéma, il est déposé, un référentiel. C'est comme ça, c'est pas autrement, parce que tout est calculé au degré près, les diagonales, les angles que font les arcanes les uns avec les autres, la structure même du thème, hein, c'est quelque chose qui a été longuement mûri. C'est pas improvisé, hein, c'est vraiment, et comme je dis d'ailleurs, même le symbolisme, la symbolique, c'est pas improvisé, c'est quelque chose qui vient du langage, qui vient de, il y a une histoire derrière qui fait que, voilà, on peut, et ce symbolisme, il est en même temps culturel. Ce Oui. qui est symbolique dans une culture ne l'est pas dans l'autre. Hein. Mm. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'archétypes qui ont, eux, le caractère universel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, le Oui. référentiel de naissance, il se présente sous cette forme-là, et chaque arcane se trouve dans une zone donnée. Et chaque zone indique une problématique spécifique dont chacun va effectivement essayer de comprendre le sens. Le référentiel de naissance de Marilyn Monroe, par exemple, ce qui je trouve assez frappant, c'est déjà un diable au cœur du blason. Cet arcane s'appelle le cœur du blason. Le cœur du blason, si vous voulez, dans un référentiel, zone 13 aussi, on l'appelle comme ça. 13, donc c'est une zone d'identité aussi. Hein. Le nombre 13, c'est en lien avec l'identité. Donc ça peut parler un peu de son identité profonde. Et une identité, elle est paradoxale. On n'est pas d'une pièce. Hein. On dit, ah oui, vous êtes un sanguin, vous êtes un colérique. Non, on a peut-être des tendances, etc. Mais on est une structure complexe et nous sommes amenés à développer l'être. C'est ce que Jung disait, nous sommes amenés à réaliser en nous l'être total. Oui. Et donc, ce paradoxe du diable chez Marilyn Monroe représente très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes une connaisseuse de son histoire, son côté à la fois magnétique, Oui. son charisme incroyable. Le diable, dans Mm. le tarot, ça n'a rien à voir avec le diable hein, des superstitions. C'est diabolos en grec. Un diabolos, ça veut dire capacité à analyser les choses et à dissocier les contraires, voilà. Et en même temps, donc, représente aussi cette force de séduction, mais aussi toute cette souffrance de soumission qu'elle a vécue en, à un moment donné, oublier qui elle était vraiment. Il y a une anecdote qui représente très bien cette image, et puis qui représenterait aussi peut-être le battleur. Peut-être vous la connaissez, Marilyn Monroe se promenait 5e avenue à New York avec un ami.
faisait des courses, etc. Et son ami lui disait, mais c'est incroyable, personne ne t'aborde, personne ne vient te voir. Et Marilyn Monroe lui répond, ah, mais tu ne sais pas, parce que là, je ne suis pas Marilyn Monroe. Tu veux que je sois Marilyn Monroe? Ben oui. Elle prend une grande respiration, et voilà, maintenant je suis Marilyn Monroe. La foule s'attroupe autour d'elle. Et les Wow. dédicaces, et Madame Monroe, et les photos, et les selfies de l'époque. Et parce que elle a dégagé l'énergie du diable qui est en elle. Et du battleur. Hmm. Oui. Et en plus, le battleur, dans le tarot, il est beaucoup lié à l'enfant, ça, lié au début du chemin, vous savez, tous les potentiels qu'on a, etc. Et la zone 1, dans le référentiel, je ne vais pas tout vous les expliquer évidemment, mais peut-être celle-là, c'est la plus facile à identifier, c'est le jour de naissance. Elle est née le 1er juin. Et donc, cet arcane, le 1 en zone 1, c'est la zone de l'image que l'on donne. Ou, ou alors l'image que les autres nous renvoient. Après, vous pouvez très bien être en accord ou pas avec cette image que les autres vous renvoient. Par exemple, les gens qui ont la force en zone 1, on leur dit « Ah oui, mais toi, tu es fort, il n'y a pas de souci. » Ouais, d'accord, mais moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, il n'y a jamais personne. Hein. Donc, Ouais. c'est difficile à s'emparer de son arcane. Hein. On peut donner cette Oui. impression, mais ne pas l'être vraiment. Et ce battleur en zone 1 chez Marilyn Monroe, moi, me plaît beaucoup parce que pour moi, c'est l'image de la femme enfant. Tout à fait. Et, et la grande surprise, c'est que Lady Di, qui est quand même un peu dans le même énergie, hein, a aussi le battleur en zone 1. Hein, Oui. encore cette histoire de la femme enfant. Voilà un petit peu une première approche du référentiel. Cette zone 1 qui représente l'image que les autres nous renvoient. Cette zone 13 qui représente tous nos paradoxes, nos problématiques fondamentales et puis notre identité profonde. Et puis un peu résumé de notre vie, parce qu'il y a aussi toutes les aliénations affectives qu'elle a vécues, hein, et ses passions amoureuses, parce que le diable, c'est vraiment l'arcane de la passion. Vous savez que le diable est connecté en chimie, parce que bon, vous savez que je me suis intéressé à la chimie, au phosphore. D'accord. Hmm. Parce que Je l'avais vu dans votre livre. Oui. voilà, le phosphore c'est un atome qui a 15 protons. Or, qu'est-ce que ça veut dire phosphore en grec? Phos, phorus, qui porte le feu. Donc, on est dans le feu de la passion. Eh bien, figurez-vous que Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui a eu une sacrée histoire avec Marilyn Monroe, Happy New Year, Happy Birthday, Mr. President, ben, Kennedy a aussi le diable en zone 13 dans son référentiel. Et il a aussi la maison Dieu en zone 4 dans son référentiel. Comme s'il y avait des connexions symboliques qui se font entre les individus. Oui. Et justement, ça, vous y avez, il me semble, dans la partie, je crois, dans l'un de vos livres, qui est celle sur le couple et l'alliance. Je crois qu'on retrouve leur couple, hein, à un moment donné, leur histoire. Ouais. Oui, parce qu'on peut créer des référentiels d'alliance. Il y a le référentiel de Marilyn, il y a le référentiel de Kennedy, et puis il y a un calcul, une méthode plutôt, qui permet de créer un troisième référentiel selon le concept que finalement le couple est un troisième être. Qu'on est trois dans un couple, il y a moi, il y a toi, et puis il y a notre couple. Oui. Et donc le référentiel de couple permet à deux personnes, deux partenaires, de travailler sur des arcanes qu'ils ont tous les deux en commun, mais qui vivent peut-être d'une manière différente. C'est toujours intéressant de regarder, par exemple, quand j'accompagne des couples dans une séance, je les fais travailler chacun sur un arcane et je leur demande à chacun d'exprimer comment ils vivent cet arcane et demande à l'autre de répéter ce que son partenaire a dit. Et ensuite de dire lui à son tour comment lui il vit cet arcane. Et voilà. Et ça chemine vers la thérapie de couple.
Oui, ouais, c'est aussi, une belle façon, d'utiliser, le référentiel, hein, je trouve, hein. Mmh. Après, si vous voulez, sur Marilyn Monroe, il y a beaucoup d'autres points hein, qu'on peut mettre en évidence. Ce soleil qui est dans la Peut-être zone d'excellence, oui, quand même. oui. Ça brille, ça Mmh. chauffe, ça éclaire, c'est lumineux. Et d'une manière un petit peu plus délicate, un peu plus difficile, euh, cet amoureux, alors elle a deux amoureux dans son référentiel, elle en a un en zone 2 et un en zone 11, ils n'ont pas la même signification. La zone D'accord. 11, c'est la zone du nœud affectif. Donc, il s'agit du nœud affectif ancestral pour Marilyn Monroe, de les problématiques d'être choisi Oui. et tous Mmh. les conflits de l'enfance. Et l'amoureux en zone 2, la zone 2 est une zone de quête, donc c'est sa quête permanente de l'amour. La Mmh. quête permanente de l'amour d'une femme intelligente, créative, euh, qui a un charme incroyable et en même temps je ne sais pas si vous avez lu les poèmes de Marilyn Monroe, qui sont restés confidentiels très longtemps et qu'on connaît grâce à, je crois, c'est Arthur Miller, Mmh. sublimes qui sont à 10 000 lieues d'imaginer qui elle était vraiment. Elle a été Oui. vraiment réduite à l'état de petite starlette, de petite minette à la mode. Non, Marilyn Monroe, c'est un monument. Quand on dit c'est un mythe vivant, c'est pas rien, quoi. C'est un monument d'intelligence, de sensibilité, de créativité, d'engagement, de valeur. Voilà. Oui. Mmh. C'était une très, très belle femme, quand je dis belle, c'est pas que physiquement, hein, mais vraiment Hum, par l'intelligence sous toutes ses formes et ce qu'elle avait et c'est vrai que malheureusement, et je pense que ça lui a elle en a aussi souffert, hein, je pense, hein, de cette hum, image que le fait qu'on voyait pas vraiment qui elle était, au fond d'elle-même, hein. c'est ça. Mmh. D'où la Ouais. vulnérabilité, va voir le côté paradoxal du diable, la vulnérabilité du pendu aussi, bon, qui fait que bon, ça s'est mal Oui. fini, cette affaire-là. Très mal fini. Oui, malheureusement, oui. Mm, Mmh. Merci pour, cet exemple, je trouve qu'il est très parlant sur, Marilyn Monroe. mm. Alors, dans le référentiel et donc vous l'avez dit aussi au début, de l'épisode, on retrouve la mythologie grecque. Qu'est-ce que peut nous apprendre un mythe sur nous-mêmes? Alors, donc, la mythologie grecque, je parle de la mythologie grecque, mais pas que. Il y a toutes les mythologies du Oui. monde, bien sûr. Oui. Seulement, bon, je ne peux pas les connaître toutes. Donc, je me Mmh. suis plutôt intéressé à la mythologie grecque. Euh, la mythologie, ce sont des histoires de famille. D'abord, famille de Dieu, soit, mais des histoires de famille. Ensuite, je crois que c'est Paul Diel, un psychanalyste français de, de grande qualité, de grand talent, qui dit, je suis sûr à 80% que ça vient de lui, hein, mais bon, je garde une petite réserve, qui dit que ce qui se passe au sommet de l'Olympe, c'est en réalité une projection imagée de ce qui se passe dans notre inconscient. Mmh. Et que donc, en étudiant la mythologie, en regardant dans notre vie ce qui ressemble à ce qui se passe dans les mythes, eh bien, on aurait un peu ce que Freud disait à propos du rêve, ce serait une voie royale pour la connaissance de l'inconscient. Mmh. Mmh. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ils n'ont pas existé, Oedipe, il n'a pas existé, Zeus, il n'a pas existé, Électre, elle n'a pas existé. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont existé, peut-être qu'ils n'ont pas existé. Peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils existent en nous. Oui. Ils existent en nous. Bon, Oedipe, ça va, hein, on nous a bien vendu l'article avec le complexe d'Oedipe que Freud a développé. Donc oui, là, tout le monde connaît à peu près, enfin, on connaît, on croit connaître, parce que le complexe d'Oedipe n'est pas une représentation exacte du mythe d'Oedipe. C'est une D'accord. inspiration, le mythe, pour construire un système, système psychanalytique.
passionnant de Freud. Bon. Mais le mythe d'Oedipe est encore plus passionnant. Et, Oui. et c'est ça un petit peu, je me suis dit, bon, on parle de mythe d'Oedipe, de complexe d'Oedipe, et pourquoi on ne parlerait pas du complexe de Persée, le complexe d'Héraclès, le complexe de Dionysos, le complexe d'Antigone? Pourquoi on ne parlerait pas de tout ça? Puisque finalement, chacun de ces mythes, quand on les décode, on retrouve quelque chose qui correspond à notre vie. Antigone, hein, le combat de la loi morale contre la loi de la cité, bah, c'est la désobéissance civile, Ouais. tout à fait contemporain. Euh, Électre, la vengeance de la fille contre la mère et le besoin de rétablir la justice du père, c'est des choses que beaucoup de femmes ont rencontrées dans leur vie. Héraclès, 12 travaux, impossible, incroyable, démesuré, n'importe quoi, des trucs absolument hallucinants. Et pourquoi il fait tout ça? Pour être reconnu par sa mère divine. Et bien évidemment, toutes les choses que l'on fait dans notre vie, pas du tout parce qu'on a une valeur à défendre, mais parce qu'on a besoin d'être reconnu. Donc vous voyez, travailler les mythes, comprendre un peu en finesse leur histoire et puis les analyser sur le plan symbolique, bien sûr, euh, en plus, c'est très accessible à tout le monde, quoi. Ça ne demande pas d'avoir une grande culture. Hein. On lit un mythe, on regarde une vidéo sur un mythe, et puis à partir de là, on essaye de se demander qu'est-ce qui se passe dans ce mythe, qui se passe aussi dans ma vie. Mais on dit la même chose avec le tarot, Jennifer. Qu'est-ce qui se passe dans cet arcane qui se passe aussi dans ma vie? Oui. Et donc, on a une vraie similitude, et ces mythes, on les retrouve dans le tarot. On les retrouve dans le tarot. Le mythe d'Oedipe, on le retrouve dans l'amoureux. Le mythe d'Héraclès, on le retrouve dans la force. Le mythe de Persée, Persée et Méduse, on le retrouve dans la maison Dieu. Il faudrait que j'explique, bien sûr, on n'a pas trop le temps, mais en fait, Oui. il y a, un filigrane permanent des mythes qui voilà, traduisent des façons de penser, des vécus et du symbolisme. D'accord. Et si, selon vous, on devait choisir un mythe pour peut-être éclairer notre époque actuelle, lequel serait-il? Prométhée Mm. ou l'apprenti sorcier. Bon, l'apprenti sorcier, ce n'est pas un mythe grec, hein, mais je pense que l'apprenti sorcier, ça serait un très très bon mythe pour illustrer notre époque. Ouais. Mm. Pourquoi du coup? Ben, parce que on s'est emparé de moyens extrêmement puissants et extrêmement destructeurs sans avoir la sagesse de les utiliser et qui se retournent contre nous et qui vont se retourner de plus en plus contre nous. Donc, et c'est un peu l'idée de jouer avec le feu. Tout à Donc, fait. je pense que ça a été déjà le cas depuis les années 40, depuis Hiroshima, et aujourd'hui avec les bombes atomiques actuelles, on en connaît quelques-unes, le danger de les utiliser sans sagesse. Et puis, euh, et puis le mythe de Prométhée, parce que Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Donc c'est un transmetteur de connaissances. En fait, Mm. quand Prométhée, un titan, c'est-à-dire un dieu des premières générations, euh, quand Prométhée a apporté le feu aux hommes, c'est parce que les hommes, au début de leur existence, étaient totalement démunis, n'avaient aucun moyen de se protéger contre les agressions de la nature, contrairement aux animaux. Hein, les ours avaient la fourrure, les lions avaient les griffes, la gazelle avait la vitesse, le serpent le venin, l'oiseau les ailes, et l'homme, il n'avait rien, que dalle, que quick, peau de banane. Donc le moindre rhume qui passe, et c'est 1 million de morts. Et donc, Prométhée, dans la mythologie grecque, apporte le feu, mais il est le volé aux dieux quand même. C'est-à-dire que le feu que les hommes utilisent est une étincelle divine. Et en apportant le feu aux hommes, eh bien, il permet aux hommes ben,
l'industrialisation, la métallurgie. On va pouvoir fabriquer des fourrures avec le textile, on va pouvoir fabriquer la vitesse, on va pouvoir fabriquer les avions. Tout ça parce que quand Prométhée amène le feu, il amène aussi l'art de se servir du feu, c'est-à-dire la science, et l'art de se servir de la science, c'est-à-dire la conscience. Et c'est un petit peu ça, je trouve, notre époque actuelle. Hein, on a beaucoup de science, on n'a pas beaucoup de conscience. Oui. Et donc c'est là où on va rejoindre l'apprenti sorcier. Que disait Rabelais, hein, je crois, ou Montaigne, bon, je crois que c'est Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Et qu'est-ce qui relie, selon vous, les grands mythes, les rêves et les cartes du tarot? La voie vers l'inconscient. L'autoroute qui conduit à, peut-être pas forcément à connaître les contenus de l'inconscient, mais à comprendre qu'on a un inconscient et comment il fonctionne. Oui. Ce sont des portes d'accès à la connaissance de l'inconscient. Le mythe va plutôt aller sur l'inconscient collectif, le rêve aussi d'ailleurs, hein, puisque nous avons des rêves qui vont chercher des mémoires de choses qu'on n'a pas vécues aujourd'hui, mais qui ont été vécues il y a des millions d'années. Hein, donc il y a quelque chose de très reptilien aussi hein, dans certains rêves. Les mythes, alors bien sûr, vous allez me dire, le mythe grec, c'est la culture occidentale. Oui, mais vous savez, le mythe grec, il s'enracine dans les mythes égyptiens, qui eux-mêmes s'enracinent dans les mythes sumériens. Tout ça, c'est comme, voilà, ce sont des choses qui se génèrent les unes les autres avec des inspirations. Et des grands récits, qui a écrit les mythes, on n'en sait rien, on n'a pas d'auteur. Le mythe n'est pas un récit littéraire. La pièce de théâtre ou le conte qui raconte un mythe, oui, mais le mythe lui-même, non. Il était transmis comme ça, de génération en génération, et puis prenait au fil des siècles des formes différentes aussi. Donc, ce sont des portes d'accès à l'inconscient collectif. Et puis moi, je pense que c'est intéressant parce que l'accès à l'inconscient collectif, c'est aussi l'accès à ce qui fait que nous sommes tous reliés par le fait que nous sommes des êtres humains. Bien sûr, des cultures différentes, des langues différentes. Mais vous savez, la meilleure façon de combattre pour la paix, c'est peut-être de s'intéresser à la langue de l'autre. Oui. D'où ma passion pour la linguistique, parce qu'une fois que l'on a entendu une langue un peu différente, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut penser des choses différemment. Il y a d'autres grilles. Et je pense à cette phrase, c'est un philosophe québécois qui a dit cette phrase que j'ai relevée hier, mais pas plus tard qu'hier, je trouve passionnante. Comment, alors lui, il a écrit un livre qui s'appelle J'aime penser. Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne raison. Oui. C'est compliqué. La pensée, c'est tellement précieux. On vit dans un monde où il ne faut pas de mental, il ne faut pas d'ego, il ne faut pas de plaisir, il faut pas de matière. Il ne faut pas. La pensée, c'est une création prodigieuse de l'esprit humain, autant que l'intuition, autant que la foi, autant que l'espérance. Et l'ego, c'est quand même ce qui nous permet de rester sur Terre. Hein. Donc, et on est tous égaux devant l'ego. Et donc, cette pensée est tellement magnifique, elle est tellement diversifiée, elle est tellement riche, tellement étonnante, quand on rencontre quelqu'un qui ne pense pas pareil que nous. Et on en fait un conflit, on en fait un drame, et parce que on est enfermé dans notre propre système de pensée. Eh bien, travailler les langues, je dis des fois,
ces jeunes gens qui viennent me voir, qu'est-ce que tu me conseilles comme série en seconde, en première? Je dis, étudie des langues. Mais combien? 30, étudie 30 langues s'il faut. Non, mais tu es fou, c'est pas possible. Je dis, c'est possible. Une fois que tu en connais une, c'est beaucoup plus facile d'en apprendre une deuxième. Et une fois que tu en connais deux, c'est très facile d'en apprendre une troisième. Et après, ça vient tout seul. Bon, il faut s'y prendre à 18 ans, parce que là, après, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc, enfin, bon, j'exagère un peu, hein, vous allez me dire, c'est un petit peu exagéré. Mais l'exagération permet aussi de redescendre à un niveau accessible. Oui. Mmh. Je pense que j'ai Alors répondu du à coup, vous votre question. travaillez oui, si, ça répond à chaque fois très, très bien aux questions et justement, vous travaillez aussi sur l'interprétation des rêves. Vous avez d'ailleurs une méthode qui est unique. Est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce qu'un rêve, du coup, va vraiment, nous révéler? Ah, le rêve, c'est extraordinaire. On a une deuxième vie, vous imaginez? On a une deuxième vie en parallèle, tout le temps, tout le monde rêve, toutes les nuits, toute la vie. Même l'embryon rêve. L'embryon, je ne sais pas, mais le Mmh. fœtus, oui. Et 2 heures par nuit minimum. Vous imaginez? Quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, il peut projeter dans son home cinéma, home onirico vidéo, 5 ans, 5 années non-stop de rêve. Donc on a une matière incroyable d'une autre vie que l'on mène sur d'autres plans, dans d'autres mondes. Et, euh, et donc quel gaspillage que de ne pas utiliser ce matériau magnifique, créatif. Vous imaginez Paul McCartney a écrit Yesterday à la suite d'un rêve. Il a reçu Yesterday dans un rêve. Imaginez le plus grand tube de toute l'histoire de la musique, avant Mmh. Michael Jackson. Hein, mais bon, quand même, c'est immense. Oui. Mobile, le chanteur rock mobile, il a un studio d'enregistrement juste à côté de sa chambre. Dès qu'il a un rêve musical, il se lève, il va l'enregistrer. Le rêve est une source d'inspiration hallucinante, incroyable. Et comme je l'ai souvent pensé, il y a énormément de cinéastes qui font des rêves, qui font des films totalement oniriques, hein, Tim Burton par exemple, ou d'autres. Eh bien, nous faisons des rêves comme on fait des films. Toutes les nuits, on se fait notre film. C'est nous, c'est nous. Bien sûr, on va se dire, mais j'ai rêvé un truc pas possible, incroyable, etc. Eh oui, ben voilà, c'est un film d'avant-garde. Et donc, je propose une méthode d'analyse des rêves sur l'inspiration des méthodes de commentaire de films. Donc, on décortique un rêve, le scénario, la mise en scène, les acteurs, les décors, les effets spéciaux, il y en a beaucoup dans les rêves, les accessoires, voilà, la musique, parce qu'il peut y avoir aussi de la musique. Et à partir de là, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans ce film, comment il a été construit ce film, il était comment ce scénario, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, comme on dit dans les cours de littérature, hein, et qu'est-ce qu'on peut en comprendre soi-même et comment on peut retirer de cela des solutions à nos conflits. C'est très, très Oui. efficace. Et en plus, c'est lié à une méthode de souvenir, d'apprendre à se souvenir de ses rêves, parce que bien sûr, tout ce que je dis n'a pas de sens si on ne se souvient pas de ses rêves. Tout à fait. Toutefois, il Mmh. existe des méthodes pour s'en souvenir, et c'est vrai que c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle j'ai pas mal bossé, hein, des méthodes de remémorisation des rêves. Mmh. Oui, c'est vrai que, alors là, alors moi, je rêve, enfin vraiment, enfin, voilà, on l'a dit, tout le monde rêve, mais c'est vrai que je sais que je fais des rêves, enfin voilà, vraiment, des fois, je me dis: «C'est des films d'action, c'est incroyable» Mm. et je m'en souviens tout le temps, relativement. Mais c'est vrai que, par exemple, ma maman, me dit: «Mais moi je rêve pas, enfin, c'est f» je lui dis: «Bah, non, normalement tout le monde rêve». Elle me dit: «Bah, non, moi c'est enfin vraiment c'est tout noir, il y a rien», et elle arrive jamais à s'en souvenir et justement je lui avais dit: «Bah, peut-être avant de dormir, essaye de poser l'intention. Bah, j'aimerais, voilà, me souvenir, peut-être, de mon rêve». Mais une fois elle s'en est souvenue, elle m'a dit et ça l'avait marquée et c'est vrai que je pense que peut-être des fois il y a des rêves aussi comme ça.
qui nous marquent Mhm. fortement, un peu plus que d'autres. Moi, ça m'arrive aussi, des fois, de recevoir un message. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai ce genre de rêve, c'est comme s'il y avait une autre petite voix dans ma tête qui me disait: «Ah! Attention, là, c'est important, n'oublie pas, surtout». Alors, il y a ça, et puis Ouais. il y a aussi les rêves qui nous paraissent pas importants. Mmh. Oh, c'était banal, j'ai rêvé ce que j'ai vécu dans la journée, c'était banal. Attention, c'est un piège. D'accord. Parce que si c'était vraiment banal, vous n'auriez pas eu besoin de le rêver. Donc, Mmh. un rêve qui paraît banal doit être considéré avec beaucoup de respect pour notre inconscient. D'accord. Est-ce que justement, c'est toujours l'inconscient? Enfin, quelque part, peut-être oui? Ou est-ce que des fois, ça peut être juste, le fait peut-être de «décharger» entre guillemets, sa journée ou une émotion ou quelque chose? Oui, il y a un élément, Jung parle de la fonction énergétique du rêve, donc il y a effectivement une fonction énergétique, mais il faut bien le réorganiser en scénario. Et il faut bien que ces scénarios s'enracinent. Par exemple, dans un rêve, vous avez ce que moi j'appelle les marqueurs temporels. Voilà, vous avez rêvé d'une voiture, par exemple, euh, qui vous dit strictement rien, et puis à un moment donné, grâce à l'enquête, parce que moi je fais une enquête onirique, grâce à l'enquête onirique, on s'aperçoit que ah ben tiens, j'avais complètement oublié, c'est la voiture qu'avait mon père quand j'avais 6 ans. Ah tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans? Et bing, tout redémarre. Donc, Ouais. vous voyez, bien sûr, il y a une décharge émotionnelle de ce qui s'est passé dans la journée. Peut-être vous avez vu la voiture dans la journée. Bon. Mais pourquoi le rêve l'a-t-il retenu? Parce qu'il a Ouais. quelque chose à vous raconter sur l'âge de vos 6 ans. Mmh. Et pour les personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, moi j'ai créé une méthode, mais totalement infaillible pour se souvenir de ses rêves. Totalement infaillible. Et voilà. Et donc, bien sûr, je ne peux pas vous l'expliquer car c'est toute une Bah, non. démarche. Mais je peux vous donner un conseil pour votre maman, par exemple. C'est puisqu'elle a eu un rêve, qu'elle le note, qu'elle l'écrive. Voilà. Déjà, Oui, ça, le simple fait de l'écrire, c'est comme si elle envoie à l'inconscient un message comme quoi elle s'intéresse à lui. oui. Merci Georges. Alors, j'avance un petit peu aussi dans l'épisode. Est-ce que vous écrivez, pardon, vous écrivez actuellement justement, on en a parlé au début de l'épisode, sur, un nouveau livre qui est sur la symbolique des prénoms. Pourquoi un Alors, c'est sûr. prénom est-il excusez-moi. Non, je vous en prie. J'allais vous demander pourquoi un prénom est-il si puissant justement dans notre vie? Alors, le livre, c'est pas juste sur la symbolique des prénoms, hein, c'est sur le sens profond et la symbolique et le sens caché des noms et des prénoms, mais aussi des sobriquets, des pseudonymes, et aussi des mots. Bon. D'accord. Le prénom, alors le prénom, ça peut être une bombe atomique, hein. Vous avez vu le film Le Prénom avec comment le chanteur Je l'ai Oui, il y a Patrick Bruel dedans. Patrick Bruel. Oui, je l'ai vu, mais Mhm. il y a très longtemps. Oui. Alors, l'onomasophie, si vous voulez, parce que j'ai créé une méthode qui s'appelle onomasophie, donc sagesse des noms et des prénoms, hein, onomasophie, euh, part du principe qu'un nom n'est jamais donné de manière anodine et qu'il contient un programme. Alors, bien sûr, on me rétorque toujours, oui, mais non, ma mère, elle m'a appelé, je sais pas, moi, Nathalie, parce que quand on était petit, il y avait une petite fille qui s'appelait Nathalie, elle était jolie, alors elle a voulu lui donner le même prénom que moi. Bon. Ou alors, oui, moi, je suis né le jour de la Saint-Michel, on m'appelait Michel. C'est pas vrai. Ça, c'est sur l'écran. Mais dans le disque dur, c'est quoi? Dans le disque dur, il y a autre chose. Un prénom, il a un sens. Philippe, c'est celui qui aime les animaux. Claude, c'est celui qui boite. Monique, c'est celle qui reste seule. Et, et donc, Georges, c'est le laboureur. Jennifer, c'est un rapport avec le feu. Euh, et donc,
il y a déjà un contenu symbolique archaïque dans le prénom. Donc, quand on nous donne un prénom, le plus souvent inconsciemment, sauf quand on s'est un peu intéressé au sujet, on met un programme sur l'enfant que l'on met au monde. C'est Waknin, le grand philosophe Marc-Alain Waknin, qui dit cette phrase qui m'a beaucoup inspiré dans mon livre. Il dit « Le nom porte une mémoire, le prénom porte un projet. Si tu appelles ton fils David ou Alexandre, c'est pas impossible que dans l'inconscient, tu veuilles en faire un empereur, un conquérant. Oui. Et donc, à travers le sens des noms et des prénoms, déjà, on met en place quelque chose. Parfois, à notre insu, on donne un nom qui est porteur de souffrance. Je ne vous dirai pas lesquels, parce que ce serait malhabile de ma part de le dire sans avoir un suivi derrière pour accompagner. Mais ça existe, il y a des prénoms qui portent des problèmes. Mais ça se résout, il n'y a pas de fatalité, encore une fois, à travers un accompagnement. Et on l'observe. Quand vous regardez, dans les noms aussi, quand vous regardez Benjamin Millepied, directeur de la danse à l'Opéra de Paris, quand vous observez Monsieur Poincaré, mathématicien, un Monsieur Delors, ministre des Finances, ou une Madame Cresson, ministre de l'Agriculture, quand vous observez tous ces cas incroyables, où le nom porte l'aptitude de la personne, vous vous dites, c'est enraciné quelque part. Et donc mon livre, il a comme fonction de proposer une méthode pour décrypter d'où vient mon nom, d'où vient mon prénom, quelles sont les propositions qu'ils me font, quelles sont les ressources qu'ils me donnent. Ça, c'est la première étape. Mais deuxième étape, quel est le sens des lettres qui composent mon nom et mon prénom? Jennifer, ça commence par un J, ça continue par un E, ça se termine par un R. Tout ça est porteur de sens parce que les lettres de l'alphabet, c'est un tarot. Chaque lettre a une symbolique. Et l'alphabet, c'est un chemin initiatique. Et donc, l'originalité de ma méthode, c'est d'une part, bien entendu, l'analyse du sens de nos et nos prénoms, mais ça, beaucoup de personnes l'ont déjà fait, mais aussi le décryptage à partir des lettres qui composent nos noms et nos prénoms, selon une méthode assez rigoureuse. Ouais. Voilà pourquoi le livre s'appelle « Pourquoi tu t'appelles ». Super. C'est fou parce que on a l'impression qu'on ne se connaît pas et en même temps, j'ai l'impression qu'on est vraiment au final un livre ouvert en fait, qu'on peut quelque part tout savoir aussi sur soi-même. Et ce C'est vous, livre, pardon. c'est vous qui avez la papesse en zone 4 dans votre référentiel. Oui, vous me l'avez dit, oui, c'est vrai. Ouais, Donc le livre ouvert, il est là, hein, dans la tout à papesse. fait. Et vous ouvrez, Oui. votre livre à d'autres, comme vous me l'ouvrez aujourd'hui, je vous en remercie. Donc, vous êtes Oui. bien à votre place. Merci Georges. Et ce livre, il est sur la fin d'écriture et est-ce qu'on a une date à peu près de Non, parution? on n'a pas encore de date, il est sur la fin de l'écriture, mais vous savez, une fois que c'est fini, on a l'impression que c'est là que ça commence, parce qu'il y a tellement de corrections à faire, de relecture, etc. Bon, mais ça, 2026, sûr. D'accord, super. Si vous devez donner un conseil à une personne qui veut s'initier justement au monde symbolique, par où commencer? Par le tarot, Bonne réponse. c'est une bonne réponse, parce que le tarot, c'est peut-être le plus extraordinaire catalogue de symboles qu'on peut trouver. Et je dirais le tarot, je Oui, dirais les tarots. Vous savez, il oui, existe il y en a plusieurs. plus de 5000 tarots disponibles à la vente aujourd'hui. Hein. Oui. Et vous en avez aussi, il me semble, co-créé un, le Oui, tarot de Marrakech. oui, et deux même. J'ai co-créé le tarot de Marrakech avec le peintre Valadier et le tarot des Croix du Sud avec Simon Ferrandou.
Donc, oui, j'ai co-créé 2 tarots. Ah, super. Est-ce que vous avez un roman, et je pense savoir que vous appréciez beaucoup les livres, Mmh. à nous conseiller, alors que ça soit peut-être en lien avec le symbole, ou peut-être, pour sortir peut-être un tout petit peu du cadre, quelque chose qui vous a éclairé sur votre chemin ou votre lien à la vie? Ouh là là, un roman, dans mon top 50 des romans, je sais pas, L'apothicaire peut-être? Mmh. Bon, il y en a plein d'autres, hein, c'est le premier qui me vient, comme ça à la bouche, pour pas dire à l'esprit, ça peut relever. Heu, mais oui, c'est une très, très belle histoire, une quête initiatique qui se déroule au Moyen Âge et bon, Super. De toute façon, je mettrai, le lien, mmh, enfin toutes les infos là qu'on a dit, hein, dans l'épisode, dans la description. mmh. Et pour finir, où est-ce que l'on peut vous retrouver, Georges, et comment on peut travailler avec vous? Et aussi peut-être pour certaines personnes qui souhaitent se former à votre univers? Bon, déjà, j'ai un site, hein, c'est très simple, c'est georgescoleuil.com avec, devant, www.georgescoleuil.com. Heu et là, il y a les adresses email où on peut me contacter. Il y a les programmes de mes formations, donc je forme au référentiel de naissance, 2 cycles, un cycle de praticien et un cycle de formateur. Quand on se connecte sur mon site, on a la possibilité, de s'abonner à ma newsletter, heu, qui est un bulletin que nous publions, 1 fois par mois, donc pas d'inquiétude, vous ne serez pas harcelés de mails et de messages et qui, en plus, si vous voulez, ne se contente pas d'être, un programme de mes stages, mais aussi a des contenus symboliques, philosophiques, artistiques, prenant des ressources et il est réalisé par, Sarah Maciel, qui elle-même est une artiste et qui donc a une bonne perception esthétique, heu, des valeurs importantes qui circulent aujourd'hui, et que nous avons envie de faire circuler. C'est elle qui est la rédactrice de cette newsletter et donc qui contient à la fois, comme je le dis, des informations sur nos formations tous les mois et puis des contenus, voilà, la dernière fois, on a fait un article sur la symbolique du feu, on a fait un article sur le calendrier et l'origine symbolique du calendrier, enfin, des choses comme ça, quoi. Mmh. OK, super. Et puis, bah, là, j'avais vu aussi que vous proposiez, des ateliers. Donc les personnes, peuvent aussi, participer même en dehors, de du référentiel, voilà, Oui, de naissance, même si elles font pas la formation, elles peuvent, aussi, avoir, tout votre savoir. ma passion, on va Donc je dire. vous rem Votre passion, oui. Je vous remercie, infiniment, Georges, pour ce beau moment. J'aimerais vous écouter encore pendant des heures, mais on va être, obligés, de terminer, cet épisode. C'était un très Très bon bien. moment partagé avec vous, et merci infiniment d'avoir répondu, à mon invitation. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très touché et très heureux de cette, voilà, de ce moment passé avec vous, je vous remercie infiniment. Merci Georges, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode avec Georges t'a plu? Fais-le nous savoir, partage, like, commente, abonne-toi au podcast et sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!